Après que mon accident de voiture m'ait fait atterrir à l'hôpital, ma conversation de groupe familial a explosé de photos du week-end spa de ma sœur. Personne n'est venu. Des jours plus tard, toujours dans ma blouse d'hôpital, j'ai ouvert mon téléphone pour voir 64 appels manqués et un message de mon père. Rappelle-nous maintenant. C'est sérieux. Je l'ai fait. Et puis, c'est étrange comme on peut sentir sa vie vous échapper des mains dans un silence complet. Pas de cris, pas de crissement de pneus, juste le bruit du verre qui se brise et les airbags qui s'écrasent contre mon visage. Une seconde, je pensais au dîner. Poulet rôti ou tacos au drive. La seconde d'après, j'étais à l'envers dans ma voiture, suspendu par la ceinture de sécurité comme une marionnette, fixant à travers un pare-brise brisé un panneau stop que je n'avais jamais vu venir. Quelqu'un a ouvert la portière et m'a demandé si je pouvais les entendre. J'ai hoché la tête. Du sang coulait dans mon œil d'une entaille près de ma tempe, et je me souviens d'avoir eu un goût de métal au fond de la gorge. Le reste est flou. Sirène, analgésique, l'odeur d'iode. Tout s'est fondu en une longue traînée grise de temps. Quand je me suis réveillé correctement, j'étais dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et l'air vicié. Une infirmière m'a dit que j'avais une épaule déboîtée, 2 côtes cassées et une légère commotion cérébrale. Légère, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Je ne pouvais même pas m'asseoir seul, mais bien sûr, légère. Ils ont dit que j'avais de la chance. Je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais oublié. Après qu'ils m'aient transféré des urgences à une chambre normale, j'ai attendu que mon téléphone s'allume. Quelqu'un devait savoir. Les nouvelles vont vite dans les familles, n'est-ce pas? Je me suis dit que peut-être papa avait reçu un appel. Peut-être que Carly l'avait appris par quelqu'un. Au minimum, je pensais que ma mère prendrait de mes nouvelles. J'avais tort. Mon téléphone est resté sur la petite table d'hôpital pendant 2 jours. Pas un bourdonnement, pas une sonnerie. Je ne l'ai pas touché avant tard dans la 2e nuit. Quand je l'ai finalement ouvert, il y avait 27 messages non lus. Pas d'amis, pas de collègues, mais de la conversation de groupe familial. Pendant un instant insensé, j'ai pensé qu'il savait, qu'il s'en souciait. La première photo m'a frappé comme un coup de poing. Carly en peignoir blanc, tenant une coupe de champagne dans une main et faisant le signe de la paix avec l'autre. La légende, l'heure du spa, bébé. Cela a été suivi d'une autre, elle dans un sauna. Puis une autre, sushi de luxe. Ses ongles vernis, ses pieds dans des pétales de rose, son sourire sous un masque d'argile verte, chacune plus inconsciente que la précédente. Maman a commenté presque toutes les photos. Trop mignonne. Tu le mérites. Je t'aime, ma chérie. Papa a envoyé quelques émojis pouces en l'air. Pas un seul message demandant où j'étais. Pas une seule mention de la voiture, de l'accident. De moi. J'ai juste fixé l'écran pendant une seconde. J'ai honnêtement pensé que je perdais la tête. Je leur avais parlé de l'accident, n'est-ce pas? Non, je ne l'avais pas fait. J'étais inconscient quand ils m'ont amené. L'infirmière m'avait demandé si je voulais prévenir quelqu'un, et j'avais dit non. Je pense qu'au fond de moi, je voulais voir s'ils prendraient de mes nouvelles sans y être incité. Ils ne l'ont pas fait. 3 jours entiers se sont écoulés. Les seules personnes qui m'ont rendu visite étaient les infirmières et un kinésithérapeute qui avait l'air d'avoir 12 ans. Ils n'arrêtaient pas de me dire de prendre de profondes respirations pour que mes côtes ne se raidissent pas. J'ai fait ce qu'il a dit, mais chaque respiration donnait l'impression que quelqu'un m'enfonçait un pied de biche sous les côtes. J'étais allongé là, dans cette blouse d'hôpital qui gratte, meurtri et seul, pensant à toutes les fois où je les avais aidés. Les appels tardifs de Carly demandant de l'argent. Les factures de carte de crédit de maman que j'avais discrètement payées. La réparation de la voiture de papa que j'avais couverte à Noël dernier quand il disait que l'argent était juste. Chaque faveur, juste cette fois, je n'ai jamais hésité. J'étais le fiable, le réparateur, et maintenant, rien. Le 4e jour, j'ai été autorisé à sortir, mais on m'a dit de ne pas conduire ni travailler pendant au moins une semaine. Je me suis assis dans le hall pendant près d'1 heure en attendant un VTC parce que personne n'avait proposé de venir me chercher. Je n'ai même pas demandé. Je suis rentré chez moi, toujours en blouse d'hôpital sous mon sweat à capuche parce que je ne pouvais pas lever le bras assez haut pour changer de chemise. J'ai dormi la majeure partie de cette journée. Le lendemain matin, j'ai finalement réactivé la sonnerie de mon téléphone. 64 appels manqués.
Ils étaient tous arrivés au cours des 48 dernières heures. La plupart venaient de papa, quelques-uns de Carly, un de maman. Il n'y avait pas de messages vocaux, juste un SMS en haut de mon écran. De papa, rappelle-nous maintenant. C'est sérieux. J'ai appelé immédiatement. La ligne n'a même pas sonné une fois avant qu'il ne décroche. Sa voix était tendue. Il y avait de la panique en dessous, mais il ne criait pas. Pas encore. Ce qu'il a dit ensuite n'avait pas de sens au début. Quelque chose à propos de documents égarés. Quelque chose à propos d'un compte gelé. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. En l'écoutant, allongé là dans mon propre appartement dans la même blouse avec laquelle il m'avait laissé sortir, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des années, ils avaient plus besoin de moi que moi d'eux. Et j'en avais fini de jouer l'idiot. Quand j'ai finalement rappelé mon père, j'étais toujours assis dans le même fauteuil dans lequel je m'étais effondré en rentrant de l'hôpital. Je n'avais même pas enlevé la blouse d'hôpital. J'avais jeté un sweat à capuche par-dessus, mais le tissu rêche contre mes côtes me faisait encore mal partout. Le téléphone n'a même pas sonné. Il a décroché immédiatement, comme s'il l'avait tenu à la main en faisant les 100 pas. Sa voix ne semblait pas en colère. Elle semblait secouée. C'était rare pour lui. Il a dit qu'ils essayaient de me joindre depuis 2 jours. Je n'ai pas répondu à cela. Il a commencé à expliquer, ou peut-être juste à divaguer. Quelque chose sur le fait que le loyer de Carly n'était pas passé, que sa carte avait été refusée dans un restaurant, et qu'elle ne pouvait pas accéder à son compte bancaire. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était peut-être fait pirater, mais c'est là qu'il l'a dit. Sa carte de secours était également gelée. Celle à mon nom. Il a continué. Maman avait essayé de transférer de l'argent pour des factures et ça avait été refusé. Sa carte de crédit, également une carte secondaire sur l'une des miennes, avait cessé de fonctionner en plein milieu d'un paiement. Elle a pensé que c'était un bug jusqu'à ce que la banque signale une activité suspecte. Puis le paiement automatique de sa facture de téléphone a échoué. C'est là que la panique a commencé. Il pensait que quelqu'un m'avait piraté ou que quelque chose n'allait pas avec la banque. Ils n'ont même pas envisagé la possibilité que ce soit moi qui l'ai fait. Papa a demandé, presque prudemment, si je savais ce qui se passait. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai simplement laissé le silence faire son œuvre. Puis j'ai dit calmement que j'avais tout gelé. J'ai annulé les cartes secondaires, fermé le compte de secours que Carly utilisait, bloqué les virements sortants, tout. Il avait l'air sincèrement choqué, comme si j'avais jeté une brique à travers la fenêtre de leur salon. Il a demandé pourquoi, alors je lui ai dit. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture il y a 4 jours, que la voiture s'était retournée, que j'avais les côtes cassées, une épaule déboîtée, une commotion cérébrale. Je lui ai dit que j'avais passé 3 nuits à l'hôpital et que j'en étais sorti seul parce que personne dans la famille ne savait même que j'avais disparu. Et puis je lui ai dit ce qui m'avait vraiment poussé à bout. Les photos du spa. La conversation de groupe qui s'illuminait comme un sapin de Noël avec du champagne, des sushis, des pierres chaudes et des bains de pieds pendant que j'étais sous perfusion. Je lui ai dit que j'avais tout vu. Et qu'aucun d'eux, ni maman, ni Carly, ni même lui, ne m'avait envoyé de message pour me demander où j'étais ou pourquoi je n'avais pas répondu. Je n'avais pas besoin d'une parade. J'avais juste besoin que quelqu'un s'en soucie. Il a essayé de se reprendre. Il a dit qu'il ne savait pas, que s'ils avaient su, bien sûr, ils seraient venus. Je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas demandé pourquoi j'étais devenu silencieux. Pourquoi personne n'avait pensé à prendre de mes nouvelles? J'ai dit sans détour, ils ne l'ont pas remarqué parce qu'ils ne s'en souciaient pas. Pas vraiment. C'est là qu'il est passé en mode défense. Il a dit que Carly avait beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Que maman avait ses propres stress. Que le week-end au spa était censé aider Carly avec son anxiété. Il a même dit que j'aurais peut-être dû les contacter. C'en était trop. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être celui qui contactait toujours. J'en avais fini d'être le filet de sécurité de la famille. J'avais payé le loyer de Carly 4 fois en 2 ans. Aidé maman à consolider ses dettes. Payé une facture médicale pour papa pour laquelle il ne m'a même jamais remercié. Et maintenant que j'avais besoin de quelque chose, pas d'argent, pas d'aide, juste de la décence humaine la plus élémentaire, il n'avait même pas remarqué que j'avais disparu. Il m'a demandé si j'allais vraiment tourner le dos à ma famille. Pour ça. Je lui ai dit, non, je l'ai déjà fait.
silencieusement, allongé dans ce lit d'hôpital, en faisant défiler les photos du spa, en réalisant que je pouvais mourir et qu'il ne le saurait pas avant que la carte de crédit ne soit refusée au brunch. Puis j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté chaque compte auquel j'étais lié. Ceux qu'ils avaient oubliés, que j'avais aidé à mettre en place pour une aide temporaire. Les comptes qui n'avaient jamais été remis à leur nom. J'ai fait un tableau. J'ai tout passé en revue, ligne par ligne. Facture de téléphone, abonnement de streaming, loyer, carte de crédit, prêts étudiants, même l'abonnement à la salle de sport de Carly. Tout passait encore par mes comptes. J'ai tout arrêté. J'ai gelé les cartes de crédit, annulé les prélèvements automatiques, changé les mots de passe, envoyé des demandes pour retirer mon nom des baux et des comptes partagés. Je n'étais pas en colère. J'étais méthodique. Je voulais que chaque porte soit fermée, que chaque canal soit coupé. Je ne leur ai rien dit. J'ai juste attendu. Le premier texto est arrivé le lendemain matin. De Carly, tout en majuscule, demandant pourquoi sa voiture ne fonctionnait pas. Puis un autre, puis un appel, puis un message de maman disant que son compte était gelé et me demandant si je pouvais appeler la banque. Comme la dernière fois. Papa a texté pour me demander si j'étais en colère et si nous pouvions reparler. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la réalité qui les rattrapait. Et je n'allais pas l'arrêter. À la fin de cette semaine, ils étaient tous en train de sombrer. Carly m'a appelé 7 fois en un jour. Elle a envoyé des messages vocaux, de longs messages, chacun plus dramatique que le précédent. Le premier était confus. Le second, agacé. Au troisième, elle pleurait. Vraie ou fausse larmes, je ne pouvais plus faire la différence. Elle a dit qu'elle avait été humiliée dans son café préféré quand sa carte avait été refusée devant tout le monde. Puis elle n'a pas pu accéder à son compte Uber, n'a pas pu payer son loyer. Son propriétaire a menacé de lui infliger des frais de retard, et le spa lui a facturé des frais d'annulation qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai écouté chaque message sans répondre. Maman a texté ensuite. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa banque agissait bizarrement. Puis elle a demandé si je pouvais aider à régler le problème. Pas d'excuses. Pas de mention de l'accident. Pas de « comment vas-tu ?» Juste directement au problème, comme si j'étais son service client. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé 3 autres messages le lendemain. Le ton passant lentement de doux à acerbe. Papa était le seul à essayer de paraître raisonnable. Il m'a rappelé un samedi matin et a laissé un message vocal. Il a dit qu'il comprenait que j'étais contrarié, mais que tout gelé était une grosse réaction excessive. Que Carly était juste un peu négligente parfois. Et que maman ne voulait pas m'ignorer. Il a dit que ce n'était pas juste de ma part de les couper comme ça, sans avertissement. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne voyait pas cela comme moi reprenant ce qui était à moi. Il le voyait comme une trahison. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Carly a finalement débarqué à mon appartement. Elle a sonné 3 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a texté depuis le hall. A dit qu'elle voulait juste parler. Je l'ai ignoré. 10 minutes plus tard, j'ai vu sa voiture s'éloigner à travers les stores. Pas de message après ça. Elle voulait l'accès, pas tourner la page. Elle voulait que sa vie soit dégelée, pas la vérité. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel de la banque. Apparemment, Carly avait essayé d'autoriser une transaction en utilisant les informations de mon ancienne carte commune, celle que j'avais déjà désactivée. Ils l'ont signalée et m'ont demandé si je voulais la déclarer comme une tentative de fraude. Je ne l'ai pas fait. Je leur ai juste dit de maintenir le gel en place et de surveiller toute autre tentative d'accès. Il y a eu un silence pendant quelques jours après ça. Un silence trop pesant. Puis est arrivé le message de groupe. De maman, pouvons-nous s'il vous plaît être des adultes et en discuter? Aucune mention de ce qu'ils avaient fait. Aucune reconnaissance de l'hôpital. Aucune reconnaissance de combien ils s'appuyaient sur moi. Juste une tentative de culpabilisation polie avec un joli ruban. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, papa a de nouveau appelé. J'ai décroché cette fois. Il n'a pas crié. Il était prudent, comme s'il marchait sur de la glace. Il a dit qu'ils traversaient tous une période difficile. Que Carly avait été sous pression et que maman était juste distraite.
Il a dit que j'avais toujours été le fort de la famille. Qu'ils avaient besoin que je les aide encore une fois. Ce mot, encore, besoin. Je l'ai laissé parler pendant 5 bonnes minutes. Je pense qu'il croyait que je m'adoucissais. Puis je lui ai posé une seule question. Quand est-ce que l'un d'entre vous a fait quelque chose pour moi pour la dernière fois? Il y a eu une pause, une longue pause. Puis il a dit, ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent. Exactement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ce n'était pas une phase. C'était permanent. Ils avaient pris mon silence pour un consentement pendant trop longtemps. Ils avaient confondu ma générosité avec une obligation. Ils pensaient que le sang signifiait la propriété. Plus maintenant. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. Je lui ai juste dit que le soutien était terminé. Je paierai mes propres factures, je gérerai ma propre vie. Ils peuvent faire de même. Il a essayé de protester, mais j'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse finir. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Et je pouvais déjà voir l'effondrement commencer. 3 jours après avoir tout coupé, le service téléphonique de Carly a également été coupé. Je ne le savais pas au début. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le silence sur son Instagram. Même pas une story. Cette fille postait quand elle éternuait. J'ai vérifié par curiosité. Sa page était toujours là, mais tout avait été effacé. Pas de publication, pas de photo de profil. Puis 1 heure plus tard, elle avait complètement disparu, supprimée. C'était ma première véritable confirmation que son petit monde parfait et détendu au spa était en train de se fissurer. Maman, pendant ce temps, faisait ce qu'elle faisait toujours, faire semblant. Elle a recommencé à envoyer des messages dans la conversation de groupe comme si de rien n'était. Un article mignon sur les soupes d'automne. Qui se souvient de cette chanson? Elle a envoyé un selfie avec une bougie à la citrouille en arrière-plan avec la légende « On se met à l'aise ». Personne n'a répondu. Pas même papa. Puis une lettre est arrivée à mon appartement. Pas un texto, pas un email. Une vraie lettre, écrite de la main précise de ma mère. L'enveloppe était épaisse. Elle a toujours eu un don pour le dramatique. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de 3 pages sur la façon dont les choses étaient devenues tendues et comment elle espérait que nous pourrions redevenir une famille. Elle disait qu'elle était fière de moi, que j'avais toujours été responsable. Le ciment. Que elle et Carly traversaient quelque chose de compliqué et avaient besoin d'aide, un prêt temporaire, juste le temps que la situation de Carly se règle. Il n'y avait aucune mention de l'accident, aucune excuse, juste un argumentaire de vente. Elle avait même joint des documents, une capture d'écran du compte bancaire de Carly, solde négatif, à découvert de $4187,20, un relevé de carte de crédit imprimé avec près de $3000 d'achat de créateur, des paiements de voiture, et un abonnement au spa qu'elle avait apparemment oublié d'annuler. Et au bas de la pile, un contrat. Je le jure devant Dieu, ils avaient rédigé un accord de prêt, tapé avec des conditions d'intérêt, un échéancier de paiement, des espaces pour que moi et Carly signions, un espace pour la signature d'un témoin, le genre de choses que les gens utilisent pour se protéger en justice contre des étrangers. Et ils me l'ont envoyé à moi, le gars qui a payé son loyer 6 fois en silence. Je suis resté longtemps avec cette lettre. Ce n'était pas seulement insultant, c'était troublant, comme s'il s'était complètement détaché de la réalité. Je n'ai pas répondu. Le même soir, j'ai entendu frapper à ma porte. Pas une sonnerie, un vrai coup. Il était 21h30 et personne ne frappe à ma porte aussi tard. J'ai regardé par le Judas. C'était Josh, l'ex de Carly. Je ne l'avais pas vu depuis leur rupture il y a 2 ans. J'ai ouvert la porte et il avait l'air mal à l'aise, comme s'il regrettait déjà d'être là. Il a dit que Carly lui avait donné mon adresse, qu'elle lui avait dit que je traversais une période difficile et qu'elle avait besoin de son aide. Il a dit qu'elle avait dépeint un tableau où j'avais perdu la tête, coupé les ponts avec tout le monde sans raison, et l'avait laissé en plan. Je lui ai demandé sans détour, est-ce qu'elle loge chez toi? Il a secoué la tête. A dit qu'elle avait demandé, mais qu'il n'était pas stupide. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, elle est chez ta mère maintenant, sur le canapé, et elle raconte aux gens que tu as fait une dépression nerveuse. Je n'ai pas parlé. Il a continué. Il a dit qu'il ne l'avait pas cru au début, mais quand il a entendu la version des événements qu'elle propageait que j'avais pété les plombs après une petite dispute familiale et que je les avais coupés parce que je ne pouvais pas gérer le stress, il a décidé de venir me voir directement. Alors,
je lui ai tout raconté, l'accident, l'hôpital, le silence, la piste de l'argent, la coupure. Il a écouté en silence. Pas de défense, pas d'excuse pour elle. Quand il est parti, je pensais que ce serait la fin. Mais le lendemain matin, il m'a envoyé une capture d'écran par texto. C'était une publication Facebook de ma mère. Un statut vague, mais pointu, s'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières. Certaines personnes s'en prennent aux autres quand elles souffrent. Nous essayons de rester forts pendant une période très difficile. Des dizaines de commentaires. On vous envoie de l'amour. J'espère que tout va bien. Tu es une mère si forte. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Il n'évitait pas seulement la vérité. Il la réécrivait activement. Il construisait un nouveau récit, un où j'étais instable, émotif, le méchant. Il ne pouvait plus atteindre mon portefeuille. Alors maintenant, il s'attaquait à ma réputation. Je ne me suis pas mis en colère. Je me suis préparé. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier que j'avais créé après l'accident, et j'ai ajouté d'autres captures d'écran de la conversation de groupe pendant mon séjour à l'hôpital, les appels manqués, la lettre, le document de prêt, les frais de spa, même la publication Facebook. Puis je les ai tous envoyés. Pas à Carly, pas à maman, à papa. Pas de message, pas de contexte, juste les faits. Quelques heures plus tard, il a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis il a texté. Je ne savais pas. Je vois maintenant. Je suis désolé. Il ne les a pas défendus. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le château de cartes était déjà en train de s'effondrer. Je lui ai juste donné la dernière poussée. Après que papa ait envoyé ce texto, il est devenu silencieux. Pas de suivi, pas d'appel téléphonique, pas de tentative de culpabilisation émotionnelle, rien. Juste ces 6 mots. Je ne savais pas. Je vois maintenant. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Je voulais croire que cela signifiait quelque chose. Que peut-être, pour une fois, quelqu'un dans cette famille voyait ce que j'avais réellement soutenu toutes ces années. Mais je n'allais pas mordre à l'hameçon. J'avais vu trop de fausses excuses, trop de promesses faites à contre-cœur qui se terminaient toujours de la même manière, eux ayant besoin de quelque chose à nouveau. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui est arrivé ensuite. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email du propriétaire de Carly. C'était un avis. Apparemment, mon email était toujours listé comme son contact d'urgence. Le message était brutal. Loyer impayé, aucune communication, et un avis d'expulsion en attente. Elle avait sauté le dernier paiement et les frais de retard s'accumulaient. Ils avaient essayé d'appeler. Pas de réponse. Il lui donnait 5 jours de plus avant de déposer le dossier. J'ai fixé l'écran et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais viré de l'argent à ce même bureau. Discrètement, automatiquement. Elle ne me remerciait même pas la moitié du temps. Une fois, elle m'a envoyé un message, chèque reçu, et ne m'a pas parlé pendant des semaines. Maintenant, elle n'avait plus de bouée de sauvetage. Plus tard dans la soirée, Josh m'a de nouveau envoyé un texto. Il était allé chez maman. Quelque chose à propos de récupérer des affaires à lui que Carly avait encore. Il a dit qu'elle avait l'air mal, les yeux gonflés, faisant les 100 pas comme si elle n'avait pas dormi. Elle a essayé de le convaincre de me reparler. A dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je lui ferais ça. Il n'a pas mordu. Puis il m'a dit quelque chose d'inattendu. Maman et Carly s'étaient lancées dans une violente dispute. Carly lui reprochait de ne pas avoir arrangé les choses et maman a répliqué qu'elle n'était pas faite d'argent. Josh a dit que ça avait mal tourné, au point que les voisins avaient appelé la police. Carly a pris la voiture de maman sans permission le lendemain matin, la laissant en plan. C'était la première vraie fissure dans l'armure. Carly se retournant contre la seule personne qui la défendait encore. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils ne paniquaient pas seulement parce que l'argent avait disparu. Ils paniquaient parce que leur structure, toute leur dynamique était construite sur moi portant silencieusement le fardeau. Et quand je me suis retiré, il ne s'agissait pas seulement de factures. Il s'agissait d'identité. Sans moi pour financer l'illusion, ils n'avaient plus rien de solide sous les pieds. Je pensais que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Mais j'avais tort. La goutte d'eau est venue 3 jours plus tard. Je suis rentré chez moi pour trouver une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas de nom,
juste un papier plié à l'intérieur. Je l'ai ouvert. C'était une seule feuille, une capture d'écran imprimée. Une confirmation de virement bancaire d'un des anciens comptes Venmo de Carly auquel j'avais oublié qu'elle avait accès. Cela montrait une tentative d'envoyer 900 $ depuis l'un de mes comptes bancaires de secours, un que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. Elle a essayé de le faire discrètement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà bloqué ce compte des jours plus tôt. Le virement a échoué, mais elle a quand même essayé. Elle a cherché. Elle s'est souvenue de ce compte et a essayé de le frapper une dernière fois. C'en était fini. Plus de demi-mesure. Plus d'espoir de réparation. Je suis allé à la police le lendemain matin. Je n'ai pas porté plainte officiellement, pas encore. Mais j'ai déposé une alerte à la fraude et j'ai fait documenter la tentative, juste au cas où. La banque a signalé son nom, son adresse IP, son appareil. Si elle essayait à nouveau, ce serait automatique. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste laissé ça là, attendant comme un fil piège. Et puis je les ai tous bloqués. Téléphone, email, réseaux sociaux, conversations de groupe. J'ai même verrouillé des comptes dont ils ne connaissaient pas l'existence, juste pour être sûr. J'ai fermé toutes les portes ouvertes. Les retombées ont continué à se dérouler d'elles-mêmes. Carly a perdu son appartement. Les services publics de maman ont été coupés pour non-paiement. Leur cercle social a commencé à se réduire aussi, probablement fatigué du drame. Papa, lui, est resté silencieux. Je pense qu'il a finalement compris le coup de se ranger du côté du silence. Et je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. J'ai juste vécu tranquillement, paisiblement, pour la première fois depuis des années. Pas de téléphone qui vibre à minuit, pas de notification bancaire soudaine, pas de culpabilité, juste le calme. Ils ont appelé ça de l'égoïsme. J'ai appelé ça la liberté. Cela fait 2 mois que je les ai coupés de ma vie. Pas d'appel, pas de texto, pas de lettres, juste le silence. Le genre de silence dont je rêvais quand j'étais au milieu de leur chaos. Carly ne s'est jamais excusée. Ni pour la tentative de fraude, ni pour les mensonges, ni pour avoir ignoré l'hôpital. Aux dernières nouvelles, elle squattait chez une amie d'université dans un minuscule appartement du centre-ville. Elle a perdu la voiture. Elle a perdu l'appartement. La plupart des amis avec qui elle postait des photos ont disparu. Il s'avère qu'être la personne amusante ne vous mène pas très loin quand vous ne pouvez plus payer l'addition. Maman fait toujours semblant. Je le sais parce que ma cousine m'a envoyé des captures d'écran d'une publication de groupe où elle m'a de nouveau mentionné. Une phrase vague sur les familles brisées et l'apprentissage du pardon. Pardonner quoi? D'être la seule personne qui a finalement dit non. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de n'avoir jamais été vue. J'étais leur solution, leur filet de sécurité, leur sponsor silencieux, mais jamais une personne. Jamais quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir briser. Et j'ai craqué, silencieusement, dans un lit d'hôpital sans visiteur et avec 27 photos de spa non lues. Quant à papa, il est resté complètement silencieux. C'est ce qui m'a le plus surpris. Je pensais qu'il essaierait de reconstruire quelque chose, ne serait-ce que pour se sentir mieux. Mais je pense qu'il a finalement compris ce que cela signifiait quand je n'ai pas répondu à son dernier message. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration finale. J'ai déménagé la semaine dernière. Nouvel appartement, nouvelle banque, nouveau numéro. Je n'ai laissé aucune adresse de suivi. Je ne l'ai même pas dit à la cousine qui a essayé de rester neutre. Non pas parce que j'ai peur d'eux, mais parce que cette fois, je ne donne accès à ma paix à personne. L'ancien Andrew aurait gardé la porte entr'ouverte, juste au cas où. Le nouveau ne le fait pas. Je garde toujours les captures d'écran, la lettre, le message vocal où Carly sanglotait, « Comment as-tu pu me faire ça ?» la tentative de virement Venmo. Non pas parce que je veux me venger, mais parce que je veux me souvenir. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Parfois, couper les ponts avec sa famille ne ressemble pas à une prise de position héroïque. Cela ressemble à du deuil, comme le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé comme vous l'espériez. Mais chaque jour, ce deuil devient un peu plus silencieux. Chaque jour, mon téléphone reste silencieux. Et ce silence ressemble un peu plus à de la sécurité. Ils ont passé des années à penser que je serais toujours là. Qu'ils pourraient brûler le pont et que j'en construirais quand même un autre.
Mais ils ont finalement appris ce qui se passe quand le constructeur de pont s'en va en emportant chaque planche avec lui. Et j'ai appris quelque chose, moi aussi. Que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre nom. C'est ceux qui sont là quand votre monde s'effondre, pas quand le leur le fait. Et que personne, même du même sang, n'a un droit permanent à votre gentillesse s'il la traite comme une monnaie à dépenser. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et pour la première fois de ma vie, je vis enfin.